Pour travailler donc pour créer un web service avec Java, donc j'ai besoin d'un éditeur. Alors on va utiliser un éditeur Eclipse. Alors vous allez beaucoup travailler avec Eclipse cette année, donc quand vous pouvez travailler aussi avec NetBeans, n'est-ce pas? Alors Eclipse c'est l'un des éditeurs qui sont souvent utilisés par les entreprises pour développer les applications Java J2E. Alors peu importe, donc je lance un environnement Eclipse qui me demande le workspace par défaut que je vais utiliser. Donc je vais utiliser un workspace que je vais appeler WSS Millage. Bien, alors donc je crée un projet Java. Alors on va essayer donc de voir que pour créer un web service, en principe, on peut bien créer un projet J2E, un projet web, une application Java, tout simplement. Alors maintenant, je vais vous montrer comment créer un web service dans une application Java sans être obligé d'utiliser un serveur d'application J2E. C'est-à-dire, je n'ai besoin ni de Tomcat, ni de Glassfish, ni de JBoss. C'est à moi de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir déployer le web service. Donc, je crée un projet Java. Alors, ce projet-là, je vais l'appeler par exemple TP Web Service. Alors, je suppose ici que j'utilise le GDK 7, n'est-ce pas? La version 7 de Java. Alors, dans le projet, vous avez un dossier source qui va me permettre de créer, dans lequel je vais stocker une classe. Alors maintenant, créer un web service, c'est créer tout d'abord une classe que je vais appeler banque service. Dans un package WS, alors je crée une classe appartenant à un package. Alors on va agrandir la taille des caractères. C'est mieux, c'est lisible? Parfait. Alors, je crée une classe. Maintenant, je vais créer un simple web service. Donc, je suppose que j'ai une méthode qui s'appelle conversion, qui permet de retourner un double, qui reçoit un montant de type double. Par exemple, je reçois un montant de l'euro que je vais convertir en dirham. Je fais quelque chose de plus simple. Donc, c'est MT multiplié par exemple, 11,3. Je suppose qu'un dirham, par exemple, plutôt un euro, c'est 11 dirhams. Je vais également créer une méthode qui retourne une chaîne de caractères que je vais appeler test, qui permet de retourner tout simplement un simple string test. Jusque-là, il n'y a rien de spécial. C'est une classe Java, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez que ça soit un web service, on va utiliser une API qui fait partie de Java qui s'appelle JAX-WS. En fait, JAX-WS, il a été intégré à partir de Java 5 et qui permet facilement de créer des web services en utilisant quelques annotations. Alors, quelles sont les annotations que vous aurez besoin d'utiliser? Il y a une annotation qui s'appelle web service. Alors, l'annotation web service permet de spécifier comme quoi c'est un web service. Alors, les annotations, vous savez, c'est pas du Java, c'est des métadonnées. C'est de la configuration plus, n'est-ce pas? En principe, cette annotation-là, web service, il va indiquer au serveur comme quoi c'est un web service. Et après, si vous voulez attribuer un nom au web service, vous pouvez spécifier un paramètre, service name, et vous lui donnez un nom. Par exemple, ici, on va l'appeler banque WS. Tout simplement banque. Donc, je peux l'appeler comme je veux. Alors, ça veut dire quoi? Si vous ne mettez pas service name, par défaut, il va donner le même nom que la classe. Mais après, si vous voulez changer le nom, vous l'attribuez comme ça. L'autre annotation qui est nécessaire, c'est une annotation qui s'appelle web méthode. Alors, comme quoi, conversion, c'est une méthode qui va faire partie du web service. Et après, si vous voulez lui attribuer un nom qui est différent de conversion, parce que sinon, si vous la laissez pas si vous la laissez comme ça, par défaut, il sera nommé conversion. Sinon, on va utiliser operation name égale, par exemple, je vais l'appeler conversion, par exemple, euro, dirham.
La méthode test, la même chose, on va la faire précéder par la notation web méthode. Voilà. Alors ici donc, je vois ici, si vous savez créer une classe avec ces annotations, c'est que vous savez déjà créer un web service dans Java, n'est-ce pas? Alors il reste juste un petit détail, c'est que le paramètre, la méthode, c'est vrai qu'il s'appelle conversion en redirect, mais le paramètre ici au niveau Java, vous l'avez appelé mt. Mais quel est le paramètre? Comment il va nommer le paramètre au niveau du message XML? Alors, par défaut, il ne va pas lui donner mt comme nom, mais il va lui donner comme nom arg0, arg0, arg1. Alors, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Donc, si vous voulez spécifier le nom du paramètre, on va utiliser une autre annotation qui s'appelle webparam. Alors, ce paramètre-là, on va lui donner un nom, name, égale, par exemple, montant. Alors, maintenant, c'est clair. C'est-à-dire que côté Java, le paramètre s'appelle mt, mais pour le cas du web service, on va appeler la méthode via le paramètre qui s'appelle montant. Oui. Pour les annotations, il faut nécessairement les déclarer avant. Généralement, alors si vous n'avez jamais utilisé les annotations dans Java, alors l'annotation, généralement, elle est déclarée avant l'élément. Ça veut dire quoi? Par exemple, cette annotation web service, il concerne la classe. D'accord? Cette annotation web méthode concerne cette méthode. Et cette annotation web param concerne ce paramètre. Donc généralement, l'annotation, elle est déclarée juste avant l'élément. Ça peut être une annotation qui concerne la classe, ou bien qui concerne une méthode, ou bien un attribut, ou bien un paramètre, n'est-ce pas? Alors en tout cas, donc ça c'est le principe. Alors ici donc, je viens de créer un web service. Alors ce web service, maintenant il nous faut un serveur, n'est-ce pas? Alors pour que ça marche, il nous faut un serveur. Alors maintenant, si vous avez une application web, vous démarrez un simple serveur d'application Glassfish ou bien JBoss, c'est terminé. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, vous déployez juste le web service et ça marche. Mais supposons, non, ce n'est pas le cas, on a une application Java. Donc on a besoin de créer notre propre serveur. Comment? Alors pour créer un serveur, on va créer une application Java que je vais appeler serveur JAX-WS, donc je peux l'appeler quand je veux. Alors pour moi, le serveur, c'est une application qui contient la méthode main, c'est-à-dire une simple application Java. Alors si vous voulez publier un web service dans une application Java, on va spécifier l'adresse, l'URL, égale. Je voudrais que mon web service soit accessible via le protocole HTTP. Quelle machine locale? Localhost. En principe, au lieu de localhost, il faut mettre l'adresse IP de la machine sur laquelle vous déployez, ou tout simplement vous mettez le nom de domaine en fonction des cas. Donc ici, donc localhost, deux points, le port. Alors maintenant, je spécifie le numéro de port que je vais utiliser. C'est-à-dire que je voudrais démarrer un serveur. Je vais démarrer mon propre serveur et qui est à l'écoute sur quel port? C'est à moi de le spécifier. Vous savez, généralement, c'est le port 80, mais l'empêche que vous pouvez mettre le port que vous voulez. Alors maintenant, pour publier le web service, c'est très simple. Il suffit de faire appel à une classe qui s'appelle endpoint, qui fait partie de Java, JAX-WS. Il y a une méthode qui s'appelle publish. Alors cette méthode-là, publish, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il crée tout simplement de créer un petit serveur web. Il démarre un petit serveur web qui utilise un objet server socket utilisant le protocole HTTP, donc toute l'histoire. Non? Oui, justement, c'est pour publier le web service. Maintenant, c'est-à-dire, je veux démarrer un serveur. Vous voulez démarrer un petit serveur web qui va être utilisé uniquement pour publier le web service. Ben, comment? Ben, tout simplement, vous appelez une méthode statique publish de la classe endpoint. Alors, cette adresse, c'est quoi? C'est l'URL. Et c'est quoi le web service? C'est un objet de quelle classe? Notre web service, c'est la classe banque service. Donc, j'ai créé un objet banque service et je dis à cette classe, voilà, ça c'est un web service. Alors, dans une application Java, ça suffit. Alors, le web service maintenant, il va être déployé, il sera accessible sans aucun problème. Alors, sauf que je vais afficher quand même un message ici. Par exemple, juste j'affiche l'URL.
Voilà. Alors, on va tester. On va voir vous allez voir qu'on a fait beaucoup de choses là-dessus. C'est-à-dire, on a fait beaucoup de choses. C'est-à-dire, on n'a pas écrit beaucoup de code. C'est pas assez compliqué, n'est-ce pas? Mais le résultat, il est intéressant. Alors, je vais exécuter l'application. J'exécute maintenant le serveur. C'est quel serveur? Ça, c'est le serveur, exactement. Local. Serveur local. Oui. Local, ou bien Là, il n'y a pas de Tomcat ni rien. C'est ça le serveur. serveur local Maintenant, il y a, c'est-à-dire une application Java que je crée qui représente le serveur. C'est-à-dire que pour publier un web service dans une application Java, dans n'importe quelle application Java, vous écrivez int.publish, il démarre automatiquement un serveur web. C'est un serveur web qui ne va être utilisé que pour accéder à ce web service, n'est-ce pas? On va vérifier quand même. Vous venez de démarrer un serveur, d'accord? Quel serveur? C'est cette application. Alors, si vous voulez vérifier, vous lancez un navigateur web. Alors, je suis en train de fermer tout ça. Je lance un navigateur web. Je suis dans une autre machine maintenant. Je vais taper l'adresse http localhost. Le port, c'est combien? 8686. Slash. Le web service, comment il s'appelle? Banque. Alors, en fait, c'est pas la classe, c'est name, service name, n'est-ce pas? Le nom du web service, banque. Alors maintenant, si vous voulez voir le WSDL, vous écrivez point d'interrogation WSDL. Alors généralement, si vous voulez récupérer l'adresse d'un web service, vous tapez l'adresse point d'interrogation WSDL. Le serveur, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous envoyez une requête HTTP vers le serveur qu'on vient de démarrer. Et c'est quoi le résultat? Regardez bien. Vous avez un grand fichier XML qui arrive. Mais ce fichier XML que vous voyez là, c'est le WSDL. Alors maintenant, ce WSDL, qu'est-ce qu'il contient? Il contient beaucoup de choses, mais vous pouvez dire que, en principe, ce WSDL, il permet de décrire quoi? L'interface du web service. Ça veut dire quoi l'interface? On va trouver les méthodes. Pour chaque méthode, quels sont les paramètres d'entrée et quels sont les paramètres de sortie. N'est-ce pas? Et après, dans le WSDL, il y a un schéma XML. Alors d'ailleurs, vous voyez, la première partie du WSDL, c'est le schéma. Alors en fait, le schéma lui-même, si vous voulez le voir, vous pouvez le récupérer à partir de cette adresse. Si vous tapez l'adresse point d'interrogation xsd égale à 1, qu'est-ce que vous voyez là? Alors ça, qu'est-ce que vous voyez là? C'est un schéma complex type, n'est-ce pas? Vous trouverez des éléments, séquences, éléments, return, et les de quel type? Double, etc. Mais si vous voulez, dans un premier temps, c'est pas obligatoirement, on n'est pas obligé de savoir le détail du schéma. Mais après, par la suite, vous allez revenir sur, c'est-à-dire, ce schéma-là, qu'est-ce qu'il contient réellement? Donc, le schéma XML, pour résumer, sans rentrer dans les détails, parce que dans un premier temps, on n'a pas besoin vraiment de rentrer dans les détails pour comprendre comment ça marche. Il contient beaucoup d'éléments, beaucoup de parties, peu importe. C'est quoi le WSDL? C'est un fichier XML qui permet de faire la description de l'interface du web service. En quelque sorte, c'est un contrat qui montre au client quelles sont les spécifications qu'il doit respecter pour accéder au web service. Alors maintenant, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. De toute façon, le consommateur final, le WSDL, pour lui, ça n'a aucun sens. Mais après, pour une application, c'est très important. Alors maintenant, on va essayer donc de vérifier, de tester les méthodes. Je vais vous montrer maintenant comment envoyer une requête SOAP et comment récupérer la réponse SOAP. Alors, et dans ce cas-là, on va utiliser Oxygène. Alors, Oxygène, vous savez, c'est un éditeur que vous avez déjà utilisé, n'est-ce pas? On va le lancer et vous allez voir qu'il contient un outil qui est très intéressant qui vous permet de tester les web services. Je lance Oxygène. Alors, si vous voulez tester un web service, n'importe lequel avec Oxygène, il suffit de le démarrer. Dans le menu outils, il y a un outil qui s'appelle Analyseur WSDL SOAP. Alors, vous l'ouvrez, il vous demande, donnez-moi l'adresse du web service. CTRL V. En fait, l'adresse d'un web service, c'est http, l'adresse point d'interrogation WSDL. Qu'est-ce qu'il va faire Oxygène? Il envoie la requête vers cette adresse. Qu'est-ce qu'il récupère? Le WSDL. Il va l'analyser.
Et après, il va vous dire, voilà les méthodes du web service. Il y a combien de méthodes? Il y a conversion EuroDRAM, il y a test. Maintenant, je veux tester la méthode conversion EuroDRAM. Qu'est-ce que je vois là? Ça, je vois la requête SOAP. C'est ce qui est affiché sur le tableau. Si vous voulez normalement tester une méthode, il faut envoyer ce message. Alors, je vois ici quoi? Conversion EuroDRAM. Comment s'appelle le paramètre? Montant. Ici, vous tapez une valeur, par exemple 80. Alors maintenant, si vous cliquez sur envoyer, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Oxygène, il va envoyer une requête HTTP dont le corps contient ce message. Et après, il va récupérer la réponse. Il est où la réponse? Elle est là. Alors on peut voir. Alors je peux, par exemple, afficher la requête SOAP, juste pour que ça soit... Voilà la requête SOAP qui est envoyée. Et voilà la réponse SOAP. Alors qu'est-ce que vous voyez dans la réponse SOAP? Je vois return combien? Donc ça prouve déjà que j'ai bien une Oxygène, j'envoie une requête SOAP vers mon application Java, il fait le traitement, il me rend la réponse. Alors ce qu'on vient de faire, c'est déjà pas mal pour les concepts. C'est-à-dire que on voit déjà ce que c'est le WSDL, c'est pas à vous de le créer, il est généré par le serveur. On voit déjà que c'est quoi une requête SOAP et c'est quoi une réponse SOAP. Alors on peut tester l'autre méthode, par exemple test. C'est parce qu'il connaît déjà le WSDL et sait que la méthode test, il n'y a pas de paramètres, n'est-ce pas? J'envoie la requête et qu'est-ce que je reçois? Je reçois test. Alors ici donc c'est la réponse que je récupère. Voilà la réponse, n'est-ce pas? Alors juste avant de passer, mais regardez bien, c'est bien de tester ça avec Oxygène, parce qu'en fait déjà c'est pas mal de voir est-ce que le web service il vous répond, mais la même chose, le client final, le consommateur final, il n'a rien à faire avec ni la requête SOAP ni la réponse SOAP. Tout ce qui m'intéresse, j'ai un bouton, je clique sur un bouton, tout ce travail se fait en arrière et après je récupère le résultat, n'est-ce pas? Ben, je vais vous montrer juste par exemple comment on va créer une application avec soit Java, soit .NET. Alors, on commence par... qu'est-ce que vous voulez? On commence par Java, .NET, Java, .NET, Java, .NET. On va faire les deux. Alors, on crée une application .NET tout d'abord, d'accord? On crée une application .NET pour voir comment faire appel, pour dire si c'est un langage qui est différent. Et après, on va créer une application Java. Ou bien, vous voulez prendre la pause et après on continue. Alors, je vais faire la pause moi aussi à la vidéo. On vient de voir comment créer un web service, donc petit résumé. Donc, créer un web service, c'est créer une classe avec des annotations web service, web méthode, web param. Ça suffit pour créer le web service. Et après, on a vu comment créer un serveur. Il nous faut un serveur. Ici, donc, nous avons choisi dans un premier temps de créer un serveur Java, c'est-à-dire une simple application Java avec la méthode publish, endpoint.publish, l'URL. Je spécifie donc le port et je spécifie une instance du web service et après le web service il est déployé. Une fois que vous démarrez le serveur, par la suite on peut consulter le WSDL via son adresse. Donc on voit que le serveur génère le WSDL et après nous avons vu comment tester le web service avec Oxygène, notamment l'analyseur WSDL SOAP. Je donne l'adresse, Oxygène envoie une requête, il charge le WSDL et après il vous permet de tester les méthodes du web service, n'est-ce pas? Donc chaque méthode, vous spécifiez les paramètres, par exemple ici le montant, envoyez la requête SOAP et je récupère la réponse SOAP. Pas plus simple, n'est-ce pas? Alors avant de créer un client Java et un client .NET, on va juste ajouter deux autres méthodes dans le web service, comme ça vous aurez une idée sur la possibilité. Supposons, dans mon web service, j'ai besoin d'une méthode qui permet de retourner un compte et une méthode qui permet de retourner une liste de comptes. J'ai une méthode dans laquelle j'ai besoin de retourner un objet de type compte. En fait, compte, c'est un objet métier, n'est-ce pas? Donc, je crée une application qui permet de gérer les comptes. Et après, je suppose que la classe compte est définie par ses attributs, le code et le solde. Donc, la méthode, je vais l'appeler consulter. Consulter
compte. Je suppose que je vais lui donner comme paramètre le code. Et après, il va me retourner un compte. Mais bien sûr, ici, la classe compte n'existe pas, n'est-ce pas? Il faut la créer. Donc, c'est-à-dire, je gère des comptes. Je crée une classe compte. Créer la classe compte. Je suppose qu'un compte, c'est une classe, il est défini par un code et un solde. Et après, je vais générer les getters et setters. C'est un simple Java Bean. Get set. Je génère un constructeur sans paramètres. Un constructeur avec paramètres. Et un constructeur sans paramètres. Donc ce genre de classe, c'est ce que nous appelons les Java Beans. Un Java Bean, c'est un objet qui est défini par ses attributs privés et avec les getters et setters. Alors si je suppose que j'ai cette classe, maintenant, je vais retourner un compte, un objet, compte. On va lui donner comme paramètre un code et un solde aléatoire. Alors aléatoire, je vais utiliser random. Multiplié par exemple 9000, 90 000, ça veut dire que je génère un solde qui est compris entre 0 et 90 000. Math.random. C'est bon? Vous avez une méthode ici qui retourne un double, une méthode qui retourne un string et une méthode qui retourne un objet. Est-ce que vous voyez la différence? Ici, pour moi, un compte, il est défini par un code et un solde. Alors, je vais également créer une méthode qui permet de retourner une liste de comptes. Une liste qui contient java.util.list. Une liste de comptes. Je vais l'appeler liste compte. Je suppose qu'il n'y a pas de paramètres. Alors, dans cette liste, je vais créer une liste qui contient des comptes que je vais appeler compte égale new array list. Par exemple, une liste simple. Comment? Quoi? Les? C'est bon. Alors, si c'est bon, c'est bon. Alors, je vais ajouter des comptes à la liste. Add. Je vais créer un compte, new compte, avec le code égal à 1 et un solde aléatoire, comme tout à l'heure. Math c'est majuscule, math.random. Je génère un nombre aléatoire entre 0 et 1 que je multiplie par un nombre quelconque. Je fais la même chose, je vais ajouter 3 comptes à la liste de 3. Et après, à la fin, qu'est-ce que je vais retourner? Donc là, je suis dans un cas général, parce qu'en fait, dans les web services, dans la majorité des cas, vous trouverez soit que vous retournez ce qu'on appelle les types primitifs, soit que vous retournez des données structurées. C'est des objets, n'est-ce pas? Alors, pour que ces deux méthodes fassent partie du web service, on va utiliser la notation web méthode d'un côté, n'est-ce pas? Et pour le code, on va utiliser la notation web param. Alors, le paramètre, on va l'appeler name égale à code. Et ici, il n'y a pas de paramètre, mais j'ai besoin d'utiliser la notation web méthode. N'est-ce pas? Alors, enregistrer. Alors, maintenant, notre web service a changé. Il va falloir redémarrer le serveur. Alors, ce serveur-là, ce n'est pas un serveur qui est extraordinaire parce que le seul moyen maintenant pour l'arrêter, c'est d'aller vers la console et de terminer le processus. Je n'ai pas d'interface graphique pour le serveur, donc je l'arrête comme ça. Je l'ai arrêté. Je redémarre le serveur. Il est démarré. Je reviens vers Oxygène. Maintenant, c'est parce que le web service a changé, le WSDL a changé. Donc, à nouveau, je vais demander à Oxygène, charge-moi le WSDL. Il le charge et je vois ici les méthodes. Alors, je vais consulter un compte. Alors, pour consulter un compte, j'ai besoin de donner comme paramètre le code. Envoyer. Regardez la réponse. Ça, c'est intéressant parce que maintenant, la méthode, il retourne un compte. Voilà. Regardez. Body,
return. Qu'est-ce que j'ai ici dans return? J'ai le code et j'ai le solde. Ça veut dire que l'objet compte, il a été bien converti en XML, n'est-ce pas? Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand il s'agit d'une liste de comptes? Liste de comptes, j'envoie la requête, il n'y a pas de paramètres, et je reçois la réponse. Alors, la réponse, qu'est-ce qu'il contient? Il contient tout ça, regardez. Return, il y a combien de return? 3. Vous voyez donc quand vous avez une réponse qui contient un tableau d'objets ou bien une collection, donc je vois chaque return, il contient le code et le solde. Donc je n'ai pas besoin d'écrire beaucoup de code qui me permettent de convertir les objets Java en XML. Mais qu'est-ce qui convertit les objets Java en XML? Et bien tout simplement, ce qui les convertit, c'est JAX-WS. En fait, JAX-WS est une API qui fait partie de Java et qui permet de récupérer des objets Java et les convertir en format XML. Et après, c'est JAX-WS qui va permettre, en quelque sorte, d'accéder au web service. Alors maintenant, on vient de voir pratiquement comment créer un web service, comment tester un web service avec Oxygène. On va essayer donc de créer maintenant un client Java. Un client Java pour accéder au web service. Maintenant, j'oublie le web service, il est déjà démarré, testé. Alors maintenant, je suis dans un autre contexte. Vous arrivez vers l'entreprise, on vous dit qu'il y a un web service qui existe déjà, on connaît l'adresse, mais on veut créer une application Java qui permet de consommer le web service. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous créez un projet Java, Java Project. On va l'appeler client web service. Alors maintenant, le client du web service, il a besoin de quoi? Pour appeler le web service, il a besoin d'une seule chose, c'est le WSDL. Alors en principe, dans l'accès, nous allons, alors ça c'est quelques concepts, nous serons dans cette architecture-là. Alors vous avez un serveur JAX-WS qu'on a démarré, il contient un web service, mais vous devrez savoir que quand vous démarrez un web service, le web service il démarre ce qu'on appelle un skeleton. Skeleton c'est quoi? C'est un proxy qui est placé côté serveur et qui va se charger de convertir les objets Java en XML, et c'est ce skeleton qui va se charger d'analyser les requêtes SOAP et c'est lui qui va générer les réponses SOAP. Alors ce skeleton vous ne l'avez pas créé, n'est-ce pas? Mais il fait partie de Java. Donc, et ce skeleton, c'est JAX-WS, n'est-ce pas? Alors maintenant, je suis un client. Je veux créer une application client qui veut communiquer avec le web service via le protocole SOAP. Alors maintenant, du côté du client, il me faut un proxy qui va me permettre d'envoyer les requêtes SOAP. Tout à l'heure, on a vu c'est Oxygène qui a généré les requêtes SOAP. Il me faut un proxy. Un proxy, c'est quoi? C'est un ensemble de classes Java qui vont être générées et qui vont me permettre d'envoyer des requêtes SOAP d'une manière assez simple. Alors ce proxy-là, c'est ce que nous allons appeler le stub. Alors qu'est-ce qui se passe généralement dans la communication? Je suis un client dans une machine. Je veux appeler la méthode d'un web service, qu'est-ce qui se passe? Je demande au stub, je veux appeler la méthode conversion. Le stub, qu'est-ce qu'il fait? Il va se connecter vers le serveur. Il va se connecter vers le skeleton, vers le serveur, et après il va lui envoyer une requête SOAP. Le skeleton reçoit cette requête SOAP, il va l'analyser, il fait appel à la méthode. La méthode retourne un résultat. Le résultat, c'est des objets Java, n'est-ce pas? Et après, le skeleton, qu'est-ce qu'il va faire? Il va générer une réponse SOAP. C'est du XML. Et après, c'est qui va recevoir cette réponse SOAP? C'est le stub. Et c'est le stub, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner le résultat au client. Ça veut dire que le stub, il va régénérer des objets Java. Autrement dit, il va faire ce qu'on appelle la désérialisation. À partir de XML, il récupère le résultat. Alors maintenant, dans notre client, on a besoin de quoi? Il nous faut un proxy. Mais pour générer le proxy, on va le générer à partir du WSDL. Alors avec Java, en principe, il existe un moyen très simple pour générer un proxy. On peut faire ça sur ligne de commande, on peut utiliser des outils. Mais si vous travaillez avec Eclipse, on va chercher web service, on va créer un web service client.
En fait, Web Service Client, c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre de générer ce proxy, n'est-ce pas? Il faut lui donner quelque chose, une seule chose. C'est quoi? C'est l'adresse d'IWSDL. Alors, je prends l'adresse d'IWSDL, je la mets ici, ok? Et après, vous générez. Monsieur, les étapes qui sont là-bas. D'accord. C'est même pas avec l'interface. Mais, ne regardez rien dans cette interface. Tout ce qui vous intéresse, c'est quoi? C'est le concept. Je demande à cet outil-là, s'il te plaît, connecte-toi à cette adresse. Tu vas me chercher un WSDL, tu vas l'analyser, et à partir de ce WSDL, essaie de me générer un proxy. D'accord? Mais après, si vous voulez les détails par la suite, peu importe. Parce qu'après, vous pouvez utiliser cet outil pour plein de choses. Next, finish. Alors, vous allez remarquer quoi? Regardez. Il vous a déjà généré, un package qui contient des interfaces et des classes, n'est-ce pas? Et tout ce que vous aurez besoin de savoir, c'est que maintenant, il y a un proxy qui vient d'être généré. Maintenant, je vais créer le client, l'application. Alors, le client, c'est une application qui contient la méthode main. Alors, pour pouvoir accéder au web service, j'ai besoin de passer par un proxy. Je dois bien vous rappeler une chose. C'est que je suis en train de créer un client Java. Le web service se trouve dans une autre machine, n'est-ce pas? Oui. Il se trouve quelque part. Maintenant, le client, c'est dans une autre machine. Et je ne sais pas encore, le web service, est-ce qu'il est développé avec Java, est-ce qu'il est développé avec PHP ou bien .NET? Parce que tout ce que je connais, c'est l'adresse. Mais moi, en tant que Java, j'ai besoin de savoir comment accéder au web service. Ben, je vais créer tout simplement le proxy. Le proxy, c'est une classe qui est créée, qui devrait porter le même nom, banque proxy. Banque service proxy. Alors, c'est le proxy qui vient d'être généré. Alors, ça, c'est ce que nous allons appeler un stub, égale new banque proxy. Donc, j'ai créé un proxy, elle est là. Maintenant, je veux appeler la méthode conversion. System.out.println, stub. Et vous allez voir que le proxy, il a la même interface que le web service. Je retrouve la méthode conversion euro dirham. Je lui donne le montant. Alors ici, ça c'est un problème des exceptions. Donc j'ai besoin de faire try catch ou tout simplement d'utiliser surround with try catch. Regardez bien. Stub.conversion. J'exécute mon application. Client. Est-ce que vous voyez le résultat? Ça marche. Ça marchait encore. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Parce que ce qui se passe derrière, c'est le plus important. Ce qui se passe derrière, c'est que moi, quand j'appelle stub.conversion, qu'est-ce que je viens de demander? J'ai demandé au stub, je veux appeler la méthode conversion. Mais la requête SOAP, c'est qui l'a envoyée? C'est le proxy. C'est lui qui a envoyé la requête SOAP vers le serveur. Il a récupéré la réponse SOAP, c'est des XML. Et après, il m'a fourni le résultat. Alors, vous voyez donc le proxy, il a été généré par un outil qui m'a permis d'accéder facilement au web service. Je veux encore. Alors, ce message-là que vous voyez en rouge, donc c'est juste un warning parce qu'on peut utiliser une API qui peut être associée plutôt pour loguer des messages côté client, mais c'est vraiment pas une contrainte technique. Je veux appeler les autres méthodes. Je veux consulter un compte. Regardez, compte. La classe compte, il est déjà créée. Parce que je sais que dans le WSDL, il y a une méthode qui retourne un compte. C'est que le proxy, il a également généré une classe compte. Compte CP égale stub.consulter compte. Je donne le code. Qu'est-ce qui va se passer maintenant à cet instant-là? Je demande au stub, je veux appeler la méthode consulter. Il envoie la requête. Qu'est-ce qu'il récupère? Ben, il me récupère un message XML. C'est celui-là, n'est-ce pas? Le stub, il récupère ça. Mais après, à partir de ça, il va me créer un compte qui contient ces informations. À partir de XML, je reconstruis le compte.
Et je vais voir, je vais afficher les informations sur le compte. À quoi est égal le code? C'est cp.getCode. À quoi est égal le solde? C'est cp.getSolde. J'exécute l'application. Je vois bien le code, je vois le solde. Donc je viens de récupérer les informations sur le compte. Et après, si je veux récupérer la liste des comptes, compte égale, c'est stub.consulter compte. Alors consulter compte, ou bien on l'appelait liste. Liste compte. Alors sauf qu'ici, il y a un petit problème de type. Alors maintenant, tout dépend de l'outil que vous utilisez pour générer le proxy. Il se trouve que ici, la liste compte, il ne retourne pas une liste. Côté pour lui, il ne retourne pas une liste, mais il retourne un tableau de compte. C'est-à-dire ici, au lieu d'utiliser une liste, il va retourner un tableau de compte, n'est-ce pas? Alors tout simplement ici, parce que nous avons utilisé de toute façon, pour lui dans le WSDL, il sait qu'il s'agit parce que dans les schémas XML, vous dites un tableau de compte, mais pas forcément une liste, n'est-ce pas? Ça peut être array list, ça peut être peu importe, quelle que soit la collection, je peux toujours le récupérer en tant qu'un tableau. Et après, si je veux parcourir le tableau de compte, je peux faire une boucle. Pour chaque compte, c'est de la liste des comptes, je peux afficher les informations sur le compte. C.getCode et C.getSolde. Ici, c'est une séparation. J'exécute l'application. Alors, tout a l'air de fonctionner très bien, il n'y a pas de souci, n'est-ce pas? Alors ici, donc, vous voyez donc créer une application Java également qui accède à un web service, c'est pas, techniquement parlant, c'est pas assez compliqué. Vous générez un proxy et vous commencez à faire appel aux méthodes du web service. C'est comme si le web service se trouve dans la même machine. Mais grâce à quoi? Tout simplement à ce qu'on appelle les middleware. Et ce sont grâce au middleware, c'est quoi en fait le middleware? C'est côté client, c'est ce que nous appelons stub, et côté serveur, c'est ce que nous appelons le skeleton. Et du coup, donc le client et le serveur communiquent à travers un intermédiaire, et c'est cet intermédiaire-là qui permet de générer les requêtes SOAP et de recevoir les réponses SOAP. Si le client, cette fois, il est programmé avec un autre langage. Alors, on va essayer de voir par exemple un autre langage. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer maintenant par exemple .NET. Vous voulez utiliser .NET? Alors, je vais voir si j'ai ici .NET installé, oui. Alors, on va essayer donc de voir que, par exemple, .NET, c'est un autre langage. Quels sont les outils qui sont offerts par .NET pour accéder à un web service? Et vous allez voir, c'est toujours pareil. Alors, je veux créer une application .NET, je peux créer un projet. Quel projet? Ça peut être un projet simple, par exemple, console application, une simple application. Comme ça peut être une application graphique, comme ça peut être une application web, peu importe. Alors, j'ai un projet, une simple application. En fait, je ne vous ai pas montré, mais j'ai utilisé le langage C#. Hein? C#, c'est un langage comme Java. C'est à peu près pareil, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'une application, c'est une classe qui contient la méthode main. Alors, la même chose, pour faire appel au web service, j'ai besoin de générer un proxy, n'est-ce pas? J'ai besoin de générer un stub. Qu'est-ce que je fais? Ici, donc, au niveau du projet, vous cliquez avec le bouton droit, vous avez Add Service Référence. Je vais ajouter une référence vers un web service. Bon, à nouveau, vous avez un outil. Qu'est-ce que je vais lui donner? L'URL. Alors, je ne sais pas s'il est encore là. Il est là. Go. Il va se connecter vers le web service. Il va charger le WSDL. Et il va vous dire même, voilà, votre web service, il contient ces méthodes. OK. Il génère le proxy. Je suis pas loin de ce que j'ai fait avec Java, n'est-ce pas? Alors ici, donc, il y a un proxy qui a été généré. Sauf que maintenant, j'ai besoin de savoir comment l'utiliser. Alors, pour utiliser ce proxy-là, je vais utiliser, il a généré le proxy sous le nom service référence 1. Je vais écrire service référence 1, point. Il y a une classe qui porte le même nom que le web service.
et qui se termine par client. Banque service client. C'est ça le stub. Égal new. La même chose. Banque service client. Donc je viens de créer le stub. Donc je veux par exemple appeler une méthode. Qu'est-ce que je fais? Console.writeLine. J'appelle la méthode par exemple conversion. Donc je vais retrouver ici la méthode conversion euro-dirham. Je lui donne le montant et je récupère le résultat. Alors maintenant j'exécute. Sauf que avant d'exécuter, je vais arrêter l'application à un moment en utilisant readline. Bon, c'est juste pour ne pas quitter. Parce que c'est une application sur console, j'ai pas une interface graphique. J'exécute. L'application va s'exécuter, il va ouvrir une console. Je vais agrandir. Ben, ça marche déjà, mais on voit rien. Je vais agrandir la taille juste de la fenêtre. Est-ce que vous voyez le résultat? Il n'y a pas de problème. Donc, une application .NET qui communique avec une application Java, c'est un jeu d'enfant au niveau technique, n'est-ce pas? Mais derrière, il y a quand même des concepts qu'il faut comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas les concepts, vous aurez du mal vraiment à monter tout ça. Mais après, si vous voulez faire quelque chose de plus intéressant, vous pouvez par exemple créer une application, une interface graphique. Maintenant, vous voulez par exemple consulter un compte. Regardez bien. Service référence, point. Vous trouverez qu'il vous a déjà créé une classe compte. Mais cette classe compte, ce n'est pas du Java. C'est du C#, n'est-ce pas? Compte CP égale à quoi? Égale stub, point. Je vais appeler la méthode consulter compte. Et consulter compte, je lui donne comme paramètre le code. Et qu'est-ce qu'il récupère? Le compte. Et j'affiche les informations sur le compte. Console.writeLine. Je veux le code, c'est cp.code. En fait, .NET, il utilise les propriétés. Je veux le code. Et je vais également afficher le solde. .writeLine cp.solde. J'exécute. Oui, un point virgule qui manque. Je vais stopper. Bah, il n'est pas exécuté. Hein. Je croyais qu'il a déjà exécuté. Alors, il se connecte, il récupère le code, il récupère le solde. Mais grâce à quoi? Grâce à XML. Parce que c'est ça ce qu'il faut dire. C'est tout simplement la communication entre ces deux applications. C'est du HTTP, mais les données échangées, c'est quoi? C'est du XML. Alors, si vous voulez créer... voilà. Si vous voulez créer maintenant une application graphique, vous pouvez créer par exemple un projet, par exemple Windows Form Application. C'est toujours .NET et après vous avez une interface graphique. Vous avez des outils que vous pouvez, pareil que dans Java. Alors je crée par exemple, je dessine, par exemple, je veux appeler la méthode, je veux faire la conversion. Donc j'ai un label. J'ai le texte. C'est quoi? C'est le montant. J'ai besoin d'une zone de texte. Texte box. Alors cette zone de texte, je vais lui donner un nom. Text box montant. J'ai besoin d'un bouton. Voilà, il est là. Le bouton, on va mettre un texte conversion. Et après, j'ai besoin d'afficher le résultat. Alors, un label. Vous suivez? Je parle.
Alors ici, donc, le label, c'est quoi? C'est le résultat. Alors le résultat, je le mets également dans un combo, dans un text box ou ce que je veux, peu importe. Et après le nom, text box, résultat. Et après, je fais un double clic. Je gère les événements. Quand je clique sur le bouton, je veux appeler le web service. Alors service référence 1, service référence service. En fait, voilà, je suis dans un autre projet, n'est-ce pas? Ben, si je suis dans un autre projet, il faut générer le proxy. Alors je reprends comme j'ai fait tout à l'heure, add service référence, l'adresse, je ne sais pas s'il est encore là, oui, il est encore là. Comme quoi je ne fais pas beaucoup de copier-coller. J'ai le WSDL, il génère le proxy, il a été généré et je l'utilise. Service référence 1, point, banque service client, égale, new, la même chose, tabulation. Je crée donc le... Alors, on lui a pas donné de... Voilà, c'est pas égal, on va l'appeler stub. Stub ou service. Je lis ce qui a été saisi dans la zone de texte, c'est un double. Le montant égal à quoi? C'est textbox 1 montant point texte, mais il faut le convertir en double. Alors pour le convertir en double, on va utiliser la classe double point parse. Point parse, mais je ne sais pas pourquoi il a supprimé le point parse, c'est textbox textbox 1 montant point texte. Donc je récupère le montant, je le convertis en double, j'appelle le web service double résultat égale c'est stub point, j'appelle la méthode conversion. Ben, je lui donne quoi? Le montant. Et j'affiche le résultat. Textbox résultat point texte égale une chaîne de caractères que je vais concaténer avec tout simplement le résultat. Si vous ne voulez pas convertir res en string, donc il va comprendre que c'est du string. N'est-ce pas? Alors, vous exécutez l'application. Alors, vous allez juste remarquer que cette application-là, quand on va l'appeler pour la première fois, quand on appelle le web service pour la première fois, ça prend un peu de temps. Un peu de temps, pourquoi? Parce que la première fois, il va charger le proxy. Le proxy, donc il va charger beaucoup de données. Il va charger les classes, il va les analyser. Mais quand vous appelez la deuxième fois, donc c'est plus rapide, n'est-ce pas? Vous voyez donc, je clique sur le bouton, j'ai un résultat. Mais ce résultat-là, il me provient d'où? Ben, c'est un web service qui est développé avec Java, n'est-ce pas? Et après, si vous voulez ajouter un grid view, vous voulez afficher par exemple la liste des comptes et c'est tout ça, c'est pas compliqué. Des questions? Oui. Alors maintenant, je ne vais pas parler maintenant de l'aspect comment sécuriser. Alors maintenant, nous sommes dans l'aspect fonctionnel. J'accède au web service, mais après, quand vous allez parler sécurité, d'une manière générale, il faut comprendre une technologie pour parler de comment sécuriser la technologie. D'accord? Et c'est très important que vous preniez un peu de temps pour bien déjà digérer ça. Mais après, par la suite, donc on parlera par la suite. Voilà. Alors, vous voulez maintenant qu'on crée, maintenant, vous faites du PHP? Oui. Alors, on crée un client PHP. Allez-y, on y va. Oui? On peut refaire avec la
Alors, la même chose, l'annuaire, je ne vais pas travailler avec un annuaire parce que si vous voulez maintenant, si vous ne connaissez pas l'adresse du web service, il va falloir créer un annuaire. Il faut démarrer déjà un annuaire qu'il faut. Donc ça, on le verra dans le cours technologie de distribution. D'accord? Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire en deux clics, parce qu'il faut comprendre les annuaires, les pages jaunes, les pages blanches, il y a tout un concept. Mais la même chose, dans un premier temps, pour comprendre les annuaires, il faut comprendre les web services. Alors, pour travailler, C'est juste pour créer un serveur .NET. oui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Un serveur .NET. Ouais. Alors ça, la même chose, dans .NET, vous voulez créer un web service .NET. Et vous voulez inverser. Ça, on va en parler. On va en parler. Maintenant, je reste sur l'aspect JAX WS. Mais après, si vous voulez le faire avec .NET, la même chose. C'est des classes, c'est quelques annotations et c'est terminé. Donc c'est à peu près le même concept. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Alors, client PHP. Alors, maintenant, pour créer un client PHP, alors le principe, avec PHP, c'est un peu différent. Voilà ce qu'on va faire. Alors, tout ça, vous l'avez ici. Vous avez le WSDL, vous avez comment tester Oxygène, on a vu comment générer le proxy. Je passe sur ça. Client JSP, vous avez un exemple, mais client JSP, c'est du client Java, n'est-ce pas? On passe client PHP. Alors, je suis dans cette configuration. Est-ce que j'ai enregistré? Il y a tout est enregistré. Ça s'enregistre encore. J'espère. Hein, parce que c'est bon? Oui, ça. Je vais rien laisser chez moi, donc il faut juste travailler. Alors regardez. Alors pour vous expliquer comment travailler avec PHP, le principe c'est simple. Maintenant j'ai un serveur Java, j'ai un web service, j'ai JAX WS. Maintenant j'ai un serveur Apache dans une autre entreprise, j'ai un script PHP et je passe via un client HTTP. Je veux par exemple, une fois que je clique sur un bouton, j'envoie la requête vers le script. Le script lui-même, pour faire les traitements, il va se connecter vers le web service. Via quel protocole? SOAP. Alors le principe PHP, c'est très simple. On ne peut pas générer de proxy parce que PHP, c'est un langage qui est dynamique, n'est-ce pas? Donc ce qui fait que ici, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Si vous voulez accéder, il faut tout d'abord, dans PHP, vous créer un objet de type SOAP client. Moi, ça fait partie de PHP 5. Vous spécifiez l'adresse du WSDL. Donc, si vous connaissez l'adresse, qu'est-ce qu'il fait? La même chose. Cette classe-là, elle va envoyer la requête, il récupère le WSDL. Alors, par la suite, vous aurez besoin de faire appel à une méthode. Pour appeler une méthode, vous utilisez client, c'est l'objet, et vous appelez une méthode qui s'appelle SOAP call. Il y a double underscore, c'est double. On appelle la méthode. Quelle est la méthode que je veux appeler? C'est conversion. Alors j'ai besoin ici, cette fois-ci, de connaître le nom de la méthode, n'est-ce pas? Et après, il faut envoyer des paramètres. Alors généralement, les paramètres, c'est un tableau. C'est un tableau, généralement, pour PHP, vous voulez envoyer des paramètres, c'est un tableau de paramètres. Alors pour créer un paramètre, vous créez tout simplement un objet de type standard classe. C'est un objet, n'est-ce pas? Et après cet objet-là, vous mettez param. Comment il s'appelle le paramètre? Montant égal à quoi? 23. Je suppose que c'est juste une valeur quelconque. Donc si vous... Non? Ben, si vous donnez une valeur, sinon il faut vous mettez la get, vous lisez la valeur. Donc c'est-à-dire si vous supposez que vous l'avez saisie, donc vous pouvez la mettre. Donc je vous montre juste le principe, mais après vous faites l'interface que vous voulez. Donc je récupère quoi? SOAP call, qu'est-ce qu'on récupère? Le résultat. C'est quoi le résultat? C'est une réponse SOAP. Mais qu'est-ce qui nous intéresse dans la réponse SOAP? Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est entre return et slash return. Donc j'écris tout simplement le résultat
return. Donc si vous voulez récupérer le résultat, il suffit d'aller vers l'élément return. Alors, supposons que vous voulez appeler la méthode getCount. Je sais que la méthode getCount, il va retourner un count. Les paramètres, c'est quoi? C'est le paramètre. Alors, vous savez, ici, il faut mettre le code, n'est-ce pas? Mais si vous n'avez pas utilisé la notation webparam, les paramètres, ils les appellent généralement arg0, arg1. Mais le problème maintenant avec PHP, avant d'écrire ce code-là, il faut regarder la requête SOAP et la réponse. Avec Oxygen, vous savez comment s'appellent les paramètres. Et après, vous pouvez les utiliser. Donc, SOAP call. Et après, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous voulez récupérer le résultat, vous voulez le code, qu'est-ce que vous faites? C'est le résultat, point, return, point, code. Pourquoi? Parce que dans la réponse SOAP, il y a return, mais à l'intérieur de return, il y a quoi? Le code. Si je veux récupérer le solde, je fais return solde. Alors maintenant, le troisième cas, si vous avez une méthode getCount qui retourne une liste de comptes, n'est-ce pas? Un tableau de comptes. Où est le code? Je vois? Où est le code? Le code qui fait chou, il est à quel niveau? Au niveau de la déclaration. Déclaration de quoi? Return code. Non, mais Le retour niveau. non. La réponse. Mais regardez, quand vous appelez la méthode la méthode de consulter compte, vous envoyez, qu'est-ce qu'il retourne? Regardez le résultat. Entre return et slash return, qu'est-ce qu'il y a? Un code. Il y a le code, il y a le solde. Donc c'est-à-dire que côté PHP, si vous voulez récupérer le code, il fallait écrire. Qu'est-ce qu'il fallait écrire? Qu'est-ce qu'il va retourner? Le code devient un Z. Non, mais attendez, j'ai le résultat. Res c'est quoi? C'est le résultat. C'est un compte. Mais qu'est-ce qui m'intéresse dans le compte? J'ai besoin du code, je l'affiche. Et j'affiche également le solde. Mais ici, je ne retourne rien. Alors si vous voyez ici return, ça veut pas dire que je suis en train de retourner un résultat. Non. Je suis en train d'accéder à la réponse SOAP. Et cette réponse SOAP, regardez ce qu'il contient. Return, point, code. Et si encore vous avez une hiérarchie, vous naviguez quand vous voulez. Il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? On commence par return. C'est bon? Alors, maintenant, si vous voulez récupérer, si vous voulez récupérer une liste de comptes, vous mettez getCount, array, il est vide, donc il n'y a pas de paramètres, n'est-ce pas? Et après, vous faites une boucle. Alors, vous pouvez utiliser for each, le résultat 3, return. Pourquoi? Parce que dans le résultat, il y a plusieurs return. Alors maintenant, pour chaque return, qu'est-ce que je récupère? Je le nomme comme étant un compte. Et à chaque fois, j'affiche le compte.code et le compte.sort. Alors, on va tester ça si vous voulez. Comme ça, vous pouvez être tranquille. Alors, je vais créer. Alors maintenant, si vous voulez écrire le code PHP, vous utilisez un éditeur. Alors, juste pour que le script PHP fonctionne, il me faut tout d'abord un serveur. Alors, on peut bien utiliser, par exemple, WAMP Server, n'est-ce pas? Ou EasyPHP. Je sais que dans WAMP, j'ai un dossier 3W. Et dans le dossier 3W, vous créez tout simplement un dossier. Je vais l'appeler par exemple WS. Je l'appelle WS, comme ça. Et après, je vais créer ici un fichier avec un fichier quelconque. Je vais utiliser le bloc-notes. Mais bien sûr, de préférence d'utiliser un éditeur. PHP. Vous pouvez travailler avec Non, pas avec Eclipse. Vous installez un plugin PHP qui vous permet d'écrire facilement ce code-là, n'est-ce pas? Vous utilisez d'autres éditeurs mais il se trouve que l'un des éditeurs le plus intéressant pour PHP, surtout pour les gens qui travaillent, qui développent avec des frameworks comme Symfony, tout ça, c'est PHP Storm. Alors je vous conseille de l'utiliser parce que ça c'est très intéressant. C'est l'un des environnements de développement PHP les plus développés. Pourquoi pas ne pas l'utiliser? PHP Storm.
Alors aujourd'hui, vous allez apprendre que les langages n'ont plus de frontières, n'est-ce pas? Vous allez vers PHP, après Java, après .NET. De toute façon, maintenant, il y a le problème. Vous travaillez, maintenant, on travaille dans trois entreprises différentes. Il y a une qui se spécialise dans PHP, il y a une autre dans Java, il y a une autre dans .NET. Mais rien n'empêche que nos applications peuvent communiquer. Voilà, alors donc avec PHP Storm, C'est payant. en fait ça demande une licence, alors comme tous les logiciels, je, non, il faut le dire, moi j'ai une licence, j'ai une licence, donc je vais vous la donner, vous l'utilisez, parce qu'on l'utilise pour des raisons, pour l'éducation, donc il n'y a pas de problème. Mais bien sûr, si vous l'utilisez pour une entreprise, en principe, il faut acheter la licence parce que, d'ailleurs, c'est des outils qui ne coûtent pas très cher, n'est-ce pas? Et c'est un environnement vraiment, vraiment très intéressant pour les développeurs PHP, surtout pour les frameworks, n'est-ce pas? Alors, je ne vais pas utiliser de framework, mais je vais créer un projet, New Project. Alors, je sais que le projet, vous voyez bien, donc je peux l'appeler par exemple TP Web Service. Il se trouve dans quel... donc, je vais directement... Voilà. Je sais que je vais le déployer dans... alors, je suis bien dans WAMP Server. J'ai 3W et j'ai le dossier WS. J'ai déjà créé un dossier WS, mais je peux le créer. Il est là. Alors, ici, donc, je ne vais pas alors, WS. Voilà. Je suis là. Donc, un petit project. C'est-à-dire, je vais créer ça dans cette fenêtre. Alors, dans ce projet-là, je vais créer un script PHP, new PHP file. Alors, je vais l'appeler par exemple banque.php. Alors, comme c'est du PHP, donc l'avantage ici, c'est que vous voulez par exemple créer client, une variable client, vous mettez égal new soap client. Donc, vous voyez donc l'éditeur, il vous retrouve facilement les classes. Et après, vous spécifiez l'adresse. Je sais que l'adresse, si je fais encore coller, est-ce que ça va marcher? Non. Alors, je reprends l'adresse. Voilà l'adresse du WSDL. OK. Alors, j'ai ici donc le client. Je veux appeler. Alors, on va juste faire quelque chose de plus simple. J'ai une page HTML. Body. J'ai un formulaire. Je vais utiliser la méthode. Alors, je vais utiliser post ou bien get, peu importe. Et dans action, s'il vous plaît. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps. Moi, si vous êtes bien connecté avec nous, c'est plus simple. Le fichier, comment il s'appelle? C'est banque.php. C'est-à-dire que ici, je vais saisir le montant. J'ai une zone de texte. C'est input type égale texte. C'est du HTML. Name égale montant. Et j'ai besoin d'un bouton submit. Input type égale submit. Alors submit value égale OK. Donc ça veut dire que j'ai un formulaire. Quand je clique sur le bouton, j'appelle le même script. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Une fois que je saisis la donnée, je vais récupérer le montant
À quoi est égal le montant? Get. Égal dollar. Alors avec PHP, pour récupérer les données saisies, on va utiliser dollar post. Je sais que la zone de texte s'appelle montant. Maintenant, je viens de lire le montant et après, je vais créer un paramètre P égale new standard class std. Comment déjà on l'appelle? Il la retrouve pas. Alors new standard class, oui. Alors comme quoi l'éditeur toujours il se peut. Alors std class, c'est minuscule, hein, c'est pour cela. Je sais que le paramètre, ce paramètre-là, je vais mettre, le paramètre s'appelle montant. Égal à quoi? Égal dollar mt. Est-ce que vous suivez? Donc je crée un paramètre montant dont la valeur c'est mt. Et c'est quoi mt? C'est ce que je viens de saisir dans la zone de texte montant. Alors maintenant je vais appeler la méthode. Alors la méthode, donc je vais voilà, résultat. À quoi est égal le résultat? C'est client. J'ai pour faire appel à la méthode tiret soap, c'est call tout court. Et la fonction call, on va lui transmettre quoi? C'est plutôt call ou soap call? Soap call. Alors soap call. Alors la méthode, comment il s'appelle? Conversion euro dirham. Alors là, il faut pas se tromper, parce que donc la différence entre ce qui est dynamique et ce qui... Avec Java et .NET, vous mettez point et vous accédez à la méthode. Mais là, je dois taper le nom de la méthode. Et après, les paramètres, c'est un tableau. Array de quoi? De P. Et c'est quoi P? C'est tout simplement un paramètre. J'ai le résultat, je l'affiche. Mais où est-ce que je vais l'afficher? Ici. À la fin du formulaire, je vais mettre résultat égal. Et pour afficher avec PHP, vous utilisez PHP echo dollar enregistré et je teste. Alors pour tester, alors maintenant il faut comprendre ça. Regardez bien, je suis dans l'architecture. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais lancer un navigateur qui va communiquer avec le script PHP via un serveur web Apache. Et c'est le script PHP qui va se connecter vers le web service. Ben, il dit que donc, il faut s'assurer que WAMP est démarré, n'est-ce pas? Alors, il est démarré. Je vais accéder à la machine locale. Alors, ça montre que WAMP est démarré. Voilà les projets qui se trouvent dans 3W. J'ai WS. Quel est le script qui m'intéresse? C'est banque. Alors, il y a une erreur déjà. Alors, ça, c'est la première des choses. C'est que ici, il ne reconnaît pas SOAP client. Pourquoi? En fait, c'est pas importé, mais dans WAMP Server ou l'outil que vous utilisez, il faut activer les extensions. Alors, parmi les extensions, il y a PHP SOAP. Alors, s'il n'est pas activé, donc il ne va pas reconnaître. Vous voyez donc il n'est pas là, il n'est pas activé. Alors, je reviens. On va essayer donc il va redémarrer de toute façon. Les extensions. Alors, PHP. PHP SOAP. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour activer ça? Alors, PHP. En principe, alors tout ça. Alors, il ne peut pas exécuter.
Voilà, parce qu'il est démarré. Alors, stop service. On va démarrer les services. Et après, on va changer l'extension. Alors, il est déjà maintenant activé. Oui, c'est ce qu'il fallait faire. Et après, je démarre à nouveau les services. Restart. De toute façon, c'est juste parce qu'il change la configuration de PHP. On va regarder. Alors, la ligne 14, nous avons. Alors, la ligne 14. Ligne 14. Ici. Alors, oui, bien sûr. Tout marche bien. En fait, il ne peut pas afficher résultat ici. Parce que de toute façon, ce n'est pas résultat qu'on va afficher. C'est résultat. Return. Ben oui, c'est la réponse SOAP, n'est-ce pas? Parce qu'il ne peut pas le convertir en... Donc, je récupère le résultat retourné dans la réponse SOAP. Mais on ne va pas l'afficher dès le premier coup. On va uniquement l'afficher à une condition. Alors, PHP. If is set, effectivement. On va utiliser if is set $ résultat. Alors, c'est-à-dire, voilà. Alors, s'il y a le résultat, donc on va tout simplement l'afficher. Alors, j'ouvre. Ça, c'est le début. J'affiche ça. Et je ferme la collade. Bon, ça, c'est du PHP. C'est-à-dire que ça, je ne veux l'afficher que si c'est la variable résultat, parce que la première fois que je vais appeler le script PHP, ça ne va pas marcher. Alors, actualiser. Alors, qu'est-ce qui reste encore? Le montant, c'est normal. Parce que dès le départ, on lit le montant. Mais pour lire le montant, il faut également faire if is set, n'est-ce pas? Alors, if. Alors, on va faire le test, c'est-à-dire je vais me connecter au web service uniquement à cette condition. If is set $post entre crochets le montant. J'ouvre la collade et je la ferme ici. Alors ça veut dire quoi ça? Alors ça veut dire que tout ce traitement-là, on ne va le faire que si on vient de saisir un montant. Bon, c'est juste des tests à faire. Et je crois que c'est réglé maintenant. Vous voyez donc au début, il n'y a rien. Je saisis un montant, j'envoie une requête et je récupère le résultat. Alors je suis toujours dans le PHP. Et si vous avez appliqué ce cas-là pour l'application, si vous voulez afficher quand même dans la zone de texte la valeur, vous mettez value égale à quoi? C'est PHP écho $ montant, n'est-ce pas? Alors, c'est pas montant, comment on l'appelait déjà? C'est MT. Mais après, il faut vérifier s'il existe aussi, et sinon, il contient une valeur par défaut. Alors, je crois que j'ai montré un peu le principe, n'est-ce pas? Alors maintenant, qu'est-ce qui vous reste? Schnawa? Ça fait. La prochaine fois, si vous voulez, langage C++. Alors, vous voyez le principe, mais après, vous récupérez le montant, donc vous savez maintenant le principe, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez une vidéo qui est remplie de